Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le mercredi 30 avril. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver. Merci à ma collègue Marie-Michel Bordua qui a pris la relève au cours des derniers jours, ce qui m'a permis de travailler sur cette soirée électorale de lundi. Je ne sais pas si vous étiez des nôtres. Une belle équipe, une belle soirée. Content de vous retrouver ce matin. Alors oui, hier soir, pour les gens de la grande région de Montréal, je ne sais pas si vous avez été soufflés par les vents ou si vous avez vu ou vécu certains désagréments en raison de ces vents très violents qui ont soufflé sur la région. Mais ça a brassé fort à certains endroits. Ce matin, presque 100 000, en fait, plus de 98 000 clients d'Hydro-Québec qui sont toujours privés d'électricité. Les régions des Laurentides, de l'Outaouais, de la Montérégie et de Montréal, de Lanaudière aussi. À Laval également, il y a quand même pas mal de pannes. Donc, ce sont les régions aussi où les vents où les orages ont frappé le plus fort, donc également dans la région de l'Outaouais. Véronique Méran est déjà à mes côtés. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Un petit bilan peut-être de ce que l'on a connu hier pour bien des gens, je le disais, de l'Outaouais en passant par la grande région de Montréal. Là, on a vu en tout cas un changement de masse d'air assez violent. Fait, et une ligne d'orage assez serrée aussi qui s'est dessinée aux alentours de 20 heures hier, là, vraiment. Donc, ligne d'orage violent. Pour l'instant, on parle d'orage violent. Il n'y a aucune confirmation en ce qui a trait à une possible tornade. Ça, s'il y a tornade, ça va se confirmer plus tard dans la journée parce qu'on doit envoyer des experts sur place. On se fie à la position des débris et tout. On sait qu'il y a des arbres qui ont été arrachés. On a vu des toitures volées au vent. Toitures volées au vent dans la région de Montréal, des poteaux aussi d'Hydro-Québec sectionnés, des gros arbres déracinés. Les rafales de vent entre 87 et 109 km/h. Alors, quand même, ça peut faire des dommages. On l'a constaté hier. Des grêlons aussi. J'ai vu des images. Bon, évidemment, plusieurs ensembles patios qui étaient là, attendant patiemment la saison, se sont fait renverser. Des bacs de recyclage qui ont volé un petit peu partout. Donc, c'était justement une ligne d'orage violent. Donc, tout ça est chose du passé et le contraste était saisissant derrière. Je pense aux gens de l'Abitibi, là, ils sont passés pratiquement d'une journée estivale à la pluie verglaçante et la neige en quelques heures. Donc, vraiment, c'est ce qui s'est passé aussi sur le sud du Québec. On a perdu une vingtaine de degrés hier après-midi, c'était presque l'été, là, c'était 24 estival. 24 degrés à Montréal, 28 à Sherbrooke, imaginez. Wow. Donc, des températures d'été. Passage du front, contraste des masses d'air, c'est la seule explication à tout ça, vraiment. C'est un contraste qui est assez saisissant. Donc, dans ce temps-là, tout était réuni pour générer des cellules fortes comme ça. Cette chaleur, cette humidité et le froid qui descendait là-dessus, c'est ce qui a permis à ces orages de se former. Donc, et c'est ce qui fait que ce matin, on se lève avec un petit 4-5 degrés à Montréal, alors que hier, c'était 24 degrés. Tout à fait. 4 en ce moment à Montréal. On est autour de 0 dans les Laurentides, 1 degré en Outaouais, 5 à Québec. Dans l'est du Québec, ça n'a pas fini de descendre encore. Donc, on est toujours en train de subir le passage du front. Derrière ça, il fera beau, venteux de l'ouest, surtout ce matin. Là, les vents dérangent, l'air est plus froid. 10 à 13 degrés en cours de journée. Et là, vous voyez se pointer des avis de gel au sol pour la nuit prochaine. Pourquoi tout d'un coup, on a un avis de gel au sol? C'est parce que le dernier gel est en moyenne le 27 avril sur le sud du Québec. Donc là, on a dépassé cette date-là. Alors, quand le mercure chute sous le point de congélation ou très près, on émet des avertissements de gel au sol. Ce sera
sera le cas la nuit prochaine. Demain, ciel variable dans l'ensemble, ennuagement en après-midi, 12 à 14 degrés. Il y a encore un peu de douceur à venir vendredi, avec l'arrivée d'un autre système qui va nous apporter de la pluie. Moins 7 ce matin en Abitibi sous la neige, ça va se dégager. Il fera 7 aujourd'hui. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, les averses cessent aussi. Les vents sont présents. Le maximum est autour de 6. Même chose pour le Bas-Saint-Laurent. La Gaspésie, la Côte-Nord, les averses devraient cesser en mi-journée. Le mercure sera à la baisse. On a un avertissement de vent violent pour la Gaspésie. Les rafales atteindront 90 km/h. On sera tout près de zéro en fin de journée. On a une dizaine de degrés en ce moment. En territoire ontarien, le soleil revient pour la plupart des régions. L'air est plus frais. 10 à 14 pour la portion sud, 7 à 9 degrés au nord. Et c'est vraiment du beau temps dans l'ouest. Du moins du côté d'Edmonton, Calgary, Regina, 15 à 17 degrés sous le soleil. La pluie va cesser ce matin à Winnipeg. Il fera autour de 18 et ça se dégagera à Vancouver également, 15 à 19 degrés. Alors voilà, journée qui ne ressemblera pas du tout à celle d'hier au Québec. Nettement plus frais. Ça reprend le petit manteau ce matin. Oui, et il y a certainement des gens qui vont devoir ramasser certains dégâts laissés par cette tempête de vent et par ces orages. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Et d'ailleurs, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous avez certainement entendu parler de cet hôpital de l'Est de Montréal en raison de sa vétusté. Le projet de reconstruction, de rénovation de l'hôpital a été reporté encore une fois au cours des derniers mois. Eh bien là, les génératrices n'ont pas fonctionné comme prévu, preuve de cette grande vétusté de l'hôpital. Et hier, donc, ça a plongé le bloc opératoire et les soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans le noir. Donc, des conséquences qui auraient pu être très fâcheuses. Il y a des réactions, si vous voulez lire ça, c'est dans le texte de mon collègue David Gentile sur notre site Internet ce matin, mais ça a causé beaucoup de problèmes à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, cette ligne d'orage qui est passée, entre autres, par Montréal. Alors, voilà. Parlons sport maintenant. Olivier Pellerin est en face de moi. Bonjour, Olivier. Bonjour. On va parler des sénateurs, les sénateurs d'Ottawa qui sont toujours vivants, pour citer Jerry Boulet. Et ils ont gagné face aux Maple Leafs de Toronto. Ben là, vous avez le choix entre les versions. C'est soit que les Maple Leafs de Toronto laissent durer le plaisir ou ce sont les sénateurs d'Ottawa qui laissent planer le doute. Ouais. Parce que hier, les sénateurs d'Ottawa, ils sont allés d'une victoire convaincante de 4-0. C'est un sérieux message envoyé quand même par les jeunes sénateurs qui reviennent à la maison en espérant forcer un match ultime, un match numéro 7 dans cette série de premier tour. Il y a eu Linus Ullmark hier qui a réalisé 29 arrêts. C'est son premier blanchissage en carrière en séries éliminatoires. Arrive au bon moment. Il y a le défenseur Thomas Chabot aussi qui a marqué le premier but des sénateurs. Ça s'est avéré aussi être le but de la victoire, qui croit aux chances de son équipe avec ce retour dans la capitale nationale. On l'écoute. C'est ça qui est le plus important pour une équipe de hockey. Je pense qu'il nous a gardé dans le match à certains moments que peut-être l'autre équipe avait un peu plus de momentum, mais comme je t'ai dit, oui, Ullmark il a joué un match extraordinaire, mais je pense que c'est tout l'alignement au complet, chaque ligne, chaque pas de défense, tous les coups qu'on embarquait sur la glace, c'était comme si c'était notre dernier chiffre, puis c'est la même mentalité qu'il faut avoir pour le match 6. Il y a aussi les Oilers d'Edmonton qui jouaient hier contre les Kings à Los Angeles. Et les Oilers qui ont signé un 3e gain consécutif pour prendre des commandes de la série 3-2. Ils ont d'ailleurs la chance de ramener cette bataille à Edmonton pour tenter d'en finir avec les Kings de Los Angeles. Ce sont les attaquants Evander Kane, Mathias Janmark et Ryan Nugent-Hopkins qui ont sonné la charge pour Edmonton. Et donc, les Oilers qui ont aussi vaincu les Kings au premier tour des séries éliminatoires lors des 3 dernières saisons aimeraient peut-être imiter leur performance des dernières années, donc ce sera à surveiller, mais là, il y a quand même une belle sortie pour les Oilers qui ont remporté ce match 3-1. Sinon, les Golden Knights ont vaincu le Wild du Minnesota en prolongation 3-2. Vegas prend les rênes de cette série et 3-2. Et les Hurricanes de la Caroline, première équipe à se qualifier pour le 2e tour. Hier, ils ont eu besoin de 2 périodes de prolongation et surtout un double avantage numérique pour permettre à Sébastien Aho de marquer ce 5e but dans une victoire de 5-4. Et voilà les Hurricanes comme ça déjà qualifiés. Donc, ce soir, bien entendu, on regardera le Canadien de Montréal qui tentera d'imiter peut-être les Sénateurs face aux Capitals de Washington. Match numéro 5, oui, ce soir à 19h. Et sinon, il y a aussi les Panthers de la Floride qui, eux aussi, pourraient confirmer leur billet pour le 2e tour. Ils mènent la série 3-1 face au Lightning de Tampa Bay. Et donc, match à surveiller à 19h30. Et pour le Canadien, Martin Saint-Louis a été questionné hier. Il y a plusieurs dossiers intéressants, entre autres celui d'Alexandre Carrier qui a été sonné lors du dernier match. Et c'est une réévaluation quotidienne dans son cas. Est-ce qu'il fera le voyage? Semble que oui. Donc, on peut écouter l'entraîneur-chef du Canadien. Je pense que tu ne remplaces pas un joueur de même juste avec un autre joueur. C'est collectivement. Mais on va voir demain. Les gars, on est confiants. On sait qu'on est capable de jouer avec eux autres. Je sais qu'il va falloir être plus surgical un petit peu là, la prochaine game. Puis, on ne regarde pas la montagne, on regarde un match. Fait que je sais qu'on a une équipe qui sont capables d'aller gagner un match sur la route.
Oui, c'est ça, période par période, match par match, but par but, seconde par seconde, comme vous voulez. On y va une étape à la fois. Martin Saint-Louis aime dire « What's next? » Donc, What's next? La mentalité du poisson rouge. Ouais. OK, on va parler de... On va parler de tennis. Oui. Gabriel Diallo qui s'est qualifié pour les 8e de finale au tournoi de Madrid. Oui, le 4e tour du Masters 1000, tournoi qui se déroule en Espagne, avec une victoire hier en 3 manches face au Britannique Cameron Norrie. Ça a très mal débuté pour lui. Il avait perdu la première manche 6-2, puis après, c'est bien repris avec les 2 manches suivantes remportées 6-4. Donc, au prochain tour, il aura comme adversaire le Bulgare Grigor Dimitrov. Et Denis Shapovalov était aussi en action hier. Et dans son cas, malheureusement, il a baissé pavillon face à l'Australien Alex de Minaur en 2 manches de 6-3 et 7-6. Donc, Gabriel Diallo, dernier Canadien en lice dans ses tableaux principaux en simple à Madrid. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. C'est un événement qui avait été très bouleversant pour bien des gens, qui a marqué les esprits. Certainement, ça se passait en février 2023. Un homme de 53 ans qui avait foncé sur une garderie de Laval avec au volant de son autobus de la Société de transport de la ville de Laval. 2 enfants ont été tués, 6 autres ont été blessés. Évidemment, cet homme-là a été arrêté, accusé. Et puis hier, le responsable de ce drame, Pierre-Ny Saint-Amand, a été officiellement reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Une décision qui a été officiellement entérinée par le tribunal. C'était la conclusion commune de la poursuite et de la défense. Vincent Maisonneuve est avec nous pour revenir sur ce dossier. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Et c'est une décision qui ne passe pas auprès de familles de victimes. Non. On se souvient que les psychiatres et de la Couronne et de la Défense avaient soutenu que Pierre-Ny Saint-Amand souffrait d'une psychose lorsqu'il a foncé avec l'autobus dans la garderie. On sait qu'il a vécu son enfance au Cambodge, qu'il a vécu sous le régime brutal des Khmers rouges et qu'il a subi plusieurs traumatismes. Et dans sa décision, le juge a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un geste accidentel. Toutefois, le tribunal est convaincu que dans ce cas-là, l'accusé souffrait de troubles mentaux. Pour les parents, je vous dis, ça ne passe pas. Je vais vous faire entendre Catherine Baudouin, dont un des enfants a été gravement blessé en février 2023. J'ai la chance d'avoir encore mes 2 enfants avec moi. Un avec beaucoup de traumatisme. Mais je pense qu'il n'y aura jamais mot pour décrire qu'est-ce qu'on ressent puis que ça passera jamais. Puis lui va s'en sortir comme si rien n'était. C'est ça qui me fait le plus mal. Oui, on sent encore des parents, effectivement, bien ébranlés, malgré le temps qui passe, évidemment, et tout le dossier qui est revenu devant les tribunaux ces dernières semaines. Ça ne devait pas être évident pour ces gens-là. Les procureurs de la poursuite dans le dossier ont déposé, ceci dit, une requête pour que Pierre-Ny Saint-Amand ait un statut de délinquant à haut risque. Pourquoi? Si le tribunal accorde ce statut de délinquant à haut risque, toutes les décisions concernant Pierre-Ny Saint-Amand, par exemple ses droits de sortie ou s'il en a un jour, là, devront non seulement être décidées par la commission d'examen des troubles mentaux, mais elles devront être confirmées par un juge de la Cour supérieure. Ça ajouterait une sorte de rempart pour protéger la société. Et la procureure de la Couronne, Maître Karine Dalphond, a tenu aussi à rappeler que le conducteur de l'autobus n'a jamais été acquitté dans cette affaire-là. Monsieur n'est pas acquitté des infractions. Monsieur est reconnu non criminellement responsable pour ses troubles mentaux. Monsieur va être détenu en institut psychiatrique. Donc, effectivement, c'est vraiment pas... On n'est pas face à un acquittement ou une libération de quoi que ce soit là, aujourd'hui. Mais les parents des victimes se posent quand même la question au sujet du suivi fait auprès de gens comme ça qui souffrent de problèmes de santé mentale. Les traumatismes de Pierre-Ny Saint-Amand étaient connus dès son arrivée au pays dans les années 80. Alors Sébastien Courtois, le père d'un des enfants qui a été blessé, se pose beaucoup de questions, là. Est-ce que c'est on dégoupille une grenade dans la société, puis sans savoir si elle est factice ou réelle, on ferme les yeux, puis on verra bien au fil des années. Cet homme-là est entré sur le territoire à 13 ans, avec un polytraumatisme déjà identifié, et par la suite, on a fermé les yeux, on l'a laissé prendre des responsabilités, et à 53 ans, il a explosé aux yeux de tous.
Oui, alors voilà pour ce dossier, Pierre-Denis Saint-Amand qui sera effectivement détenu dans un hôpital psychiatrique, et puis on verra pour ce qui est du débat sur son statut de délinquant à haut risque ou non. Ce genre de questionnement risque de se produire aussi, ça risque de soulever des questions dans le cas de la tragédie de Vancouver, là, même si, bon, toute comparaison peut être boiteuse. Sur cet homme là qui a foncé sur la foule à Vancouver et qui a fait 11 morts, il était suivi par une équipe de santé mentale. Oui, c'est la question du suivi par une équipe de santé mentale. En effet, le Vancouver Coastal Health confirme qu'Adam Lowe, l'homme de 30 ans là, qui était derrière le volant, souffrait non seulement de troubles de santé mentale, mais il était en congé prolongé de l'hôpital pour faciliter sa transition dans la société. Et les journalistes de Post-Média nous apprenaient dimanche, on en a peu parlé en raison de la campagne électorale d'élection, que des proches d'Adam Lowe ont prévenu l'équipe médicale que quelque chose n'allait pas. La note a été partagée au service de police, mais les policiers de la ville de Vancouver ne s'en sont rendus compte qu'après le drame. Donc là, ça soulève encore bien des questions. Là. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard pour revenir sur les élections, les réactions évidemment qui ont continué hier toute la journée. Et puis, on va en parler immédiatement avec Marie-Jeanne Dubreuil qui est là pour la revue de presse. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mathieu. Parce qu'encore une fois, dans les quotidiens de ce matin, dans les journaux, évidemment, on parle encore beaucoup d'élections. Ben oui, pour citer Star Academy 2003, c'est pas fini, c'est rien qu'un début, oui, Mathieu. D'ailleurs, c'est la une du Journal de Montréal. Ce n'est peut-être pas fini parce que certaines choses pourraient venir brouiller les cartes du pouvoir à Ottawa, comme des recomptages, des démissions, des transfuges. Mais en attendant, c'est un gouvernement minoritaire qui devrait entrer à la Chambre des communes au mois de mai. Et Le Devoir parle d'un changement dynamique que les élections de lundi pourraient apporter aux communes. Qui pourra avoir la balance du pouvoir? Est-ce qu'il y aura une rivalité entre le NPD et le Bloc, justement, pour avoir la faveur du gouvernement minoritaire? Il n'y aura peut-être pas d'alliance formelle, selon ce que disent des politologues dans Le Devoir, cela dit. Alors, on parle des défis aussi du nouveau gouvernement Carney. Le Globe qui parlait hier des 8 dossiers décisifs pour le nouveau premier ministre. Aujourd'hui, la Presse Plus nous parle plutôt des 6 travaux de Carney. Mais il y aura des défis hors des communes aussi. Le Globe qui titre en une que le premier ministre et Donald Trump ont accepté de se rencontrer dans un avenir rapproché. Et c'est pas juste pour Mark Carney qu'il y a des défis. La une du National Post nous parle des défis de Pierre Poilievre qui débuteront à la maison, littéralement, parce que la résidence du chef de l'opposition, Stornoway, pourrait lui glisser des mains comme il n'est plus chef élu, il n'est plus le chef à la Chambre des communes. Donc, dossier intéressant du côté du National Post. Et d'ailleurs, si vous vous demandiez qui était Bruce Fanjoy, celui qui a détrôné Pierre Poilievre dans la circonscription de Carleton, sachez que c'est votre chance aujourd'hui parce qu'il y a des portraits de lui partout dans les médias, National Post, Global, CTV et même nos collègues de CBC. Voilà pour l'élection. Donc, encore beaucoup de contenu à lire dans les quotidiens de ce matin. Sinon, aux États-Unis, Donald Trump a célébré ses 100 jours au pouvoir dans un rallye au Michigan. Oui, le président américain qui a choisi la banlieue de Détroit pour célébrer sa première centaine de jours au pouvoir. C'est symbolique, évidemment, avec l'industrie automobile qui était très présente dans la région. C'est en une du Washington Post, du New York Times et pourquoi pas, j'ai été chercher du côté du Détroit Free Press, qui est le média le plus distribué du côté de Détroit. Malgré la présence de manifestants, peut-on lire, Trump a vanté ses accomplissements depuis le début de son deuxième mandat. C'était, selon lui, les 100 jours les plus réussis de l'histoire du pays. La BBC parle aussi de se vanter, en le terme touts en anglais, mais aussi de rabaisser ses ennemis. D'ailleurs, la BBC consacre un article de vérification de fait du discours que Trump a fait hier, si jamais ça vous intéresse, du côté du site de la BBC. Dans Le Devoir de ce matin, il est question du coût des chambres pour ces maisons des aînés qui sont construites au Québec. Oui, ça coûte cher, même une chambre en maison des aînés, plus d'1 million de dollars dans une série de projets, selon la plus récente mise à jour budgétaire. C'est ce que nous apprend Le Devoir, effectivement. On prend, par exemple, le coût de la maison des aînés de Sainte-Rose à Laval, qui passe à 85,5 millions de dollars pour 72 places. Donc, une chambre évaluée à 1,19 million de dollars. C'est 67 % de plus que ce qui était prévu à la base. Et en plus, la livraison de la MDA est prévue en mars 2027. Les projets de reconversion aussi, là, pas juste la construction peut coûter cher. On parle d'une MDA à Lac-Mégantic qui a passé à 107,9 millions pour 99 places. Donc,
une explosion par rapport à 70 millions. Donc, des projets qui explosent et en coût, mais aussi en retard. Là, Québec a inauguré la 40e des 46 MDA promises seulement récemment à Trois-Rivières. Dossier à lire dans Le Devoir. Marie-Jeanne, merci beaucoup. Plaisir. Bonne journée. On a confirmé hier à Radio-Canada que Mark Carney va diriger un gouvernement libéral minoritaire. Pourquoi? Il y avait des recomptages qu'on suivait de près où, en fait, certaines circonscriptions, c'était très, très serré, où on a complété donc le décompte des votes et on confirme donc ce gouvernement minoritaire. Mark Carney s'est déjà mis à la tâche, lui qui s'est présenté comme le seul étant capable d'affronter le président américain Donald Trump. Jean-Philippe Robillard est avec moi. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. D'ailleurs, lui et M. Trump se sont parlé. Oui, c'est la deuxième fois qu'ils se parlent, mais c'était la première fois depuis l'élection de lundi, là, depuis que Mark Carney a été officiellement élu premier ministre. Alors, selon le bureau de Mark Carney, au cours de cet entretien téléphonique, Mathieu, là, malgré les tensions entre les deux pays, les deux hommes ont convenu de l'importance pour le Canada et les États-Unis de travailler ensemble en tant que nation indépendante et souveraine en vue d'améliorer la situation des deux pays. Donc, nation indépendante et souveraine, là, quand même. Ce sont des mots-clés. Des mots-clés. Le premier ministre Carney et le président américain Donald Trump ont également convenu, ont aussi l'intention, en fait, de se rencontrer prochainement, probablement à Washington, à la Maison-Blanche, là, dans le bureau ovale. On sait que les deux hommes, Mathieu, quand ils se sont parlé la première fois, ça c'était au mois de mars, ils ont convenu de lancer des discussions pour renégocier l'accord commercial entre le Canada et les États-Unis, mais on ne sait pas dans quelle échéance. Mon collègue à RDI hier disait, Gérald de Filion, que ça pourrait être dès le mois de mai que les deux pays pourraient recommencer à négocier. Alors, il faudra voir. Cela dit, il y a l'actuel ministre des Finances, François-Philippe Champagne, qui ne croit pas, Mathieu, que le fait que le Canada soit dirigé par un gouvernement minoritaire, ça va dévantager Ottawa dans les négociations. On l'écoute. On a ce qu'on a besoin pour aller négocier avec la Maison-Blanche. J'ai déjà des collègues qui m'ont interpellé en disant, Monsieur le ministre, on a besoin du leadership du Canada parce que vous avez eu toute l'incertitude, l'instabilité. Moi, j'ai dit, on a réussi à préserver l'unité du G7, mais il y a encore beaucoup de tensions au niveau des tarifs. Alors, on va être là au niveau domestique pour rebâtir, mais en même temps, on a un rôle important au niveau international pour maintenir l'unité à l'intérieur du G7. G7 qui aura lieu à Kananaskis, en Alberta, dans environ 2 semaines. Oui. Et Jean-Philippe, le milieu des affaires appelle le premier ministre Carney à poser des gestes concrets pour soutenir les entreprises dans le contexte que l'on connaît. Oui, dans le contexte de la guerre tarifaire avec les États-Unis, les chefs d'entreprise donc qui veulent que le chef libéral mette en place, Mathieu, des mesures pour stimuler l'investissement et aider et à diversifier leur marché, leurs fournisseurs également. On écoute la présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Véronique Pau. On a une dépendance très forte envers les États-Unis, on l'a vu. Il faut regarder la résilience de nos chaînes de valeur, il faut regarder le développement énergétique. Ce sont des sujets auxquels on n'a pas porté beaucoup d'attention parce qu'on était très dépendant du marché américain. Il faut parler de diversification de marché, de défense. Fait que c'est quand même une économie qui est à transformer. Pour le secteur privé, il faut revoir nos modèles d'affaires, nos opportunités, que le secteur public. Alors, on a parlé de discussions pour renégocier l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, mais le nouveau premier ministre, Mark Carney, a aussi beaucoup de pain sur la planche. Mathieu, il doit former un cabinet, il doit présenter un discours du trône et éventuellement également déposer un budget. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors voilà pour cette édition d'À la Une, entre autres, ce qu'on va surveiller aujourd'hui. Point de presse de la mairesse Valérie Plante qui va commenter les résultats de l'élection fédérale. Et je vous fais un dernier bilan des pannes actuellement au Québec à la suite de ces orages. On est à plus de 96 000 personnes touchées. Vos équipes du matin prennent le relais. À demain. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.